Bonjour à tous. Donc le CEA, le CEATEC, c'est un organisme de recherche, c'est pas une société, on est un centre de recherche académique national. Donc vous connaissez plutôt sous le nom de CEA, Commissariat des énergies atomiques. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation autour effectivement d'un exosquelette, mais également des moyens de contrôle de ces exosquelettes dans une application pour les personnes handicapées, pour les tétraplégiques. La présentation. Tac. Ça marche. Alors juste en deux mots, le CEA, j'ai dit atomique, ça peut faire peur. Qu'est-ce que fait l'atomique dans la santé? C'est assez compliqué à expliquer, mais finalement, le CEA, il y a des activités effectivement autour du militaire, de l'énergie, et puis les technologies pour le monde industriel. Et l'industrie, notamment de la santé, mais pas que. Et finalement, ces technologies sont issues de ce passé nucléaire et énergétique. Et la robotique, c'est un élément fort pour pouvoir piloter dans les centrales la manipulation des différentes barres d'énergie. Et on a transféré petit à petit ces compétences vers des applications purement industrielles, mais plutôt autour de ce qu'on a appelé la cobotique, et pas la robotique humanoïde. Alors le CEA, c'est 4500 chercheurs dédiés au monde de la recherche, avec une orientation très brevée, très vers le transfert industriel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos partenariats sont avec l'ensemble des industriels nationaux, de la start-up au grand groupe national. Et aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, vous avez un centre de recherche dédié pour la région Midi-Pyrénées. Je vais aller vite, parce que le CEA s'est doté aussi d'outils au niveau de la santé, et notamment de Clinatech, qui est une plateforme qui est dédiée aux medical devices, spécialisé dans ce secteur-là pour être la jonction entre le monde de l'électronique et le monde de la recherche et le monde de l'industrie. C'est un peu ce triptyque-là qu'il faut avoir. C'est un peu une révolution... oula, il y a plein de choses qui sautent. C'est un peu une révolution au niveau de la recherche chez nous, au niveau de Grenoble. Ce centre de recherche allie à la fois des compétences électroniques pour développer de nouveaux dispositifs, mais également des médecins, des pharmaciens, tout un monde également de personnes autour des matériaux, de la biocompatibilité des matériaux. Et dans ce bâtiment, on est capable de mener des études précliniques, cliniques, et de travailler également sur le packaging et l'aspect réglementaire pour justement adresser ces nouveaux dispositifs au monde industriel. C'était un petit peu qu'est-ce qui se passe entre la recherche et le monde industriel. Ben aujourd'hui, il y a un outil qui est capable de pouvoir apporter cela. C'est dans ce milieu-là qu'a été développée une technologie sur laquelle je vais vous faire cette présentation, qui est une technologie d'interface homme-machine. Donc la machine, ça sera l'exosquelette. L'homme, ça sera la personne tétraplégique, donc qui a subi, on va dire, un traumatisme, une rupture au niveau de la colonne vertébrale. Et cette technologie a été développée par les équipes avec un mix au niveau électronique, traitement de la donnée, sécurité de la donnée, la télécommunication, et puis toute une équipe de médecins pour arriver à un objet qui est rentré dans le processus de Clinatech et qui a passé les différentes étapes au niveau préclinique, évaluation biologique, et aujourd'hui, on est aux portes des essais cliniques. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Finalement, on a développé un implant, que vous pouvez y voir, c'est un implant qui fait 5 cm par 5 cm, et qui va permettre de récupérer les ondes cérébrales. Donc on va le placer, on va dire, en périphérie du cortex pour traiter ces données et ensuite les envoyer vers un exosquelette qui va être piloté uniquement par la pensée. Voilà. Je vais revenir sur les différents états. Alors comment on est arrivé à ça? Déjà, on a fait des études pour montrer l'adéquation entre les mouvements réels et l'imagination, les mouvements pensés au niveau de l'imagination. Donc on a fait des travaux mélangeant l'IRM et tout ce qui est magnétoencéphalographie pour localiser les zones d'intérêt au niveau cérébral et voir s'il y avait une correspondance. Il se trouve qu'il y a une correspondance entre ces deux étapes qui fait qu'on a pu développer un système qui viendra s'implanter sur les zones que vous voyez en rouge apparaître sur l'écran. Alors le dispositif, c'est un peu ça, c'est un système qui est composé de l'implant. Alors ça, c'est un prototype, donc l'implant est quand même très abouti, mais c'est un implant qui n'embarque pas d'énergie, qui sera alimenté par induction, donc on mettra un casque, une antenne pour alimenter l'énergie. Cet implant aura toutes les capacités de communication, il y a une antenne, décidément, qui permettra d'envoyer les informations
après traitement vers l'exosquelette et ainsi le piloter. Je vais rentrer un peu dans le détail de chaque brique. Alors l'implant, le voilà. Donc vous voyez donc ici une représentation. Donc c'est pas une réelle image, c'est un montage. Donc on n'est pas encore allé sur l'homme pour l'instant, on s'est arrêté à l'animal. Donc vous voyez qu'on va implanter l'implant au niveau d'une zone. Donc on va faire un trou au niveau du crâne de 5 cm par 5 cm qu'on va venir combler par cet implant. Et cet implant est composé de 64 électrodes qui vont être en périphérie du cerveau, au niveau des zones d'intérêt, et récupérer les informations. Alors là, il y a un traitement du signal qui est extrêmement fort, et ce traitement du signal sera embarqué au niveau de l'implant pour analyser à la fois le bruit de fond et détecter justement les signaux d'intérêt responsables de la zone d'activité au niveau du mouvement. Ce traitement du signal, on reviendra après. Cet implant donc, ensuite a une antenne qui est à peu près qui est représentée ici, et tout ça sera recouvert ensuite par la partie épidermique et le derme qu'on remettra ensuite après l'intervention. Donc visuellement, la personne n'aura aucun signe extérieur d'avoir cet implant, n'aura pas une grosse antenne qui apparaîtra ou un câble qui partira ensuite vers un exosquelette. Alors cette technologie a été plutôt développée non pas pour l'exosquelette, mais plutôt pour pallier au problème de motricité et activer des effecteurs. Ici un exosquelette, mais ça pourrait être un bras, ça pourrait être un fauteuil roulant, ou tout autre objet qui est lié, on va dire, au déplacement. Le traitement du signal, donc c'est une grosse partie de cette technologie. Il y a énormément de signaux au niveau du cerveau, il y a énormément de bruit. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été développées par nos équipes pluridisciplinaires, notamment au niveau du soft, pour traiter ce signal et ensuite l'interpréter pour donner un effet. Donc là on voit exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a, donc ça c'est sur les essais sur le singe, donc sur le singe on n'a pas pu mettre l'implant parce que le singe a une toute petite tête, donc on a fait un petit pattern d'électrode spécifique pour le singe, on l'a relié au capteur pour vraiment avoir le traitement du signal et avoir une corrélation sur cet implant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé, on a fait du motion capture sur le singe pour voir le mouvement, donc il avait un geste à reproduire, on l'a habitué à faire ce geste. Il faisait ce geste et en même temps, on enregistrait ces données cérébrales liées à son mouvement. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, donc, au niveau des courbes, des sinusoïdales qui apparaissent au niveau des mouvements, on a une parfaite corrélation. Je suis désolé, mais c'est en train de partir en cacahuète, c'est pas pour le singe. Une parfaite corrélation qui se traduit au niveau vidéo par un mouvement, un mouvement des deux robots de façon symétrique. Donc ça montre que à ce niveau-là, le système retranscrit exactement les mouvements réalisés et ceux imaginés par le singe. J'essaie d'aller un peu plus vite. Donc là, on voit les mouvements. Je ne sais pas si c'est très visible, mais il y a vraiment une symétrie entre ces deux actions. Quand le singe s'arrête, le mouvement s'arrête, etc. On a fait la même chose avec l'homme, mais on n'a pas implanté, on n'a pas mis l'implant. On avait simplement travaillé avec des technologies de magnétoencéphalographie pour voir s'il y avait une correspondance entre le mouvement que réaliserait une personne avec une balle. Donc on voit une personne ici qui manipule une balle dans un caisson assez important, donc on voit que la balle bouger. Et finalement, voir si elle était capable de piloter, on va dire, un avatar. Et on retrouve exactement les mêmes résultats qu'avec le singe. Donc là, l'idée maintenant, c'est de passer à une autre étape, c'est avec une personne qui ne bouge pas. Et aujourd'hui, les premiers travaux montrent que si cette personne ne bouge pas, mais imagine le mouvement, on a également les mêmes réponses. Voilà. Donc là, c'est pour robustifier le modèle au niveau humain, et aujourd'hui, c'est l'enjeu aussi des études cliniques pour aller un peu plus loin. L'exosquelette. Donc comme je vous dis, c'est un effecteur. Le but, c'est de rendre de la mobilité au tétraplégique, au niveau des mouvements du haut du corps et du bas du corps.
Donc là, on a développé un exosquelette très particulier. On est parti de travaux que nous avons réalisés pour l'armée, mais on l'a adapté à des choses à la fois plus simples, moins lourdes, plus robustes et surtout plus légères, parce qu'il faut que ça soit aussi adapté à une personne au quotidien. Et cet exosquelette va embarquer l'autonomie énergétique, les systèmes de communication, et puis différents axes qui permettront de mobilité. Et aujourd'hui, les travaux sur cet exosquelette sont orientés plutôt vers tout ce qui est au niveau du toucher, enfin on va dire de la main, avoir de l'haptique, de la préhension, mais également donner un peu plus d'éléments sur les forces exercées par cette main. Tous ces développements seront faits dans un modèle normatif qui permettent aujourd'hui à passer aux étapes cliniques. Donc aujourd'hui, que ce soit l'exosquelette ou l'implant, on passé toutes les étapes au niveau du cadre réglementaire qui nous permettent aujourd'hui d'envisager de vraies études cliniques et un vrai transfert vers le monde industriel, car vous comprenez bien que ce n'est pas le CEA, malgré tous les investissements réalisés sur ces travaux-là, qui portera ensuite ce type de technologie, que ce soit le capteur, on va dire le système de communication vers d'autres objets, ou un exosquelette type celui qui est présenté sur cet écran. Donc aujourd'hui, on est à la porte des essais cliniques. On est à un niveau TRL pour ceux qui ça parle, un TRL 5. Et il reste encore beaucoup d'argent à investir et beaucoup de choses à faire pour que ce projet sorte demain chez les personnes ou dans le monde industriel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Donc je vais demander maintenant à Jérôme Bédard de venir de la société Kinova. Donc Jérôme, vous êtes ingénieur d'application et vous nous allez faire une petite présentation d'un bras articulé pour le maintien à domicile. Oui, donc Kinova. Kinova qui est une entreprise canadienne de Montréal qui existe depuis 2006 et qui tranquillement a réussi avec une inspiration de l'un des deux créateurs qui était en fait l'oncle d'un des deux créateurs qui avait inventé un bras robotisé avec des moyens du bord, comme on dit au Québec. C'est-à-dire qu'il y avait des moteurs et des applications électroniques un peu homemade. Il s'était créé un bras pour l'aider parce qu'il avait la dystrophie musculaire. Donc, ça a inspiré nos deux ingénieurs créateurs et ils ont décidé de créer leur bras. Et ils ont travaillé très fort de 2006 à 2010 parce que rien n'existait dans le monde du bras robotisé pour les personnes avec des limitations physiques au haut du corps. C'était à peine, comment on peut dire, commercialisé. Donc, ils ont parti leur produit. Et donc, depuis 2010, est né Jaco. Donc, Jaco, ici, c'est la deuxième version, donc Jaco 2. Et Jaco aide donc au quotidien les personnes, que ce soit la dystrophie musculaire, la paralysie cérébrale, les troubles médulaires, à leur donner une autonomie. Donc, je vais faire ma petite démonstration rapidement parce que ça peut... Je vois que chaque fois, je m'améliore. Bon. Je vais l'aider un petit peu parce que je n'ai pas parlé. Il y a ce qu'on appelle des singularités. Ça, c'est-à-dire que c'est des endroits que le robot ne peut pas aller. Et si on met le bras dans cette espèce... pas le bras, l'objet dans cette espèce d'angle mort, ben on a beau essayer, le robot n'ira pas. Donc, je vais me donner une petite chance. Donc, exemple, la personne va s'approcher de son verre d'eau. La personne est en chaise roulante, n'oubliez pas. Là. Et elle va être capable de s'approcher d'un verre d'eau et de... Elle va être capable de... Non sans difficulté, nécessairement. J'aurais voulu une bouteille, mais je n'avais pas. Non, je crois que ça va tenir. Ouais. Non. Donc... Oui, je ne ferai pas la démonstration, là, je l'ai fait l'autre fois. Mais c'est facile de l'approcher et de boire de l'eau. Donc, là, évidemment, je ne vais pas briser tout l'ordi. Pas prendre de risque. Non, on ne prendra pas de risque. Donc, ça a été la première grande étape. Et en fait, le marché s'est ouvert principalement au départ aux Pays-Bas. Ça a été un peu le Saint Graal, c'est-à-dire que Kinova le Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, ils remboursent ça pour les personnes en chaise roulante. Donc, ça a été un énorme marché qui s'est ouvert. Et un peu aux États-Unis et en Allemagne, on espérait au Québec, on espérait la France, mais on a un peu le même système, comme j'ai entendu depuis 3 jours maintenant. On a un système qui est public, dans le sens que l'argent en santé, on peut aller à l'hôpital,
tout est là, mais par contre, se faire rembourser un bras robotisé, c'est autre chose. Donc, ce secteur-là a démontré que ça pouvait fonctionner. En parallèle, on a développé notre bras en version réduite, qui s'appelle Miko. Donc, Jaco a 90 cm, 1,5 kg de force, et on a développé Miko, 70 cm, 1 kg, qui est un plus petit robot, peut-être moins adapté pour les gens en chaise roulante, mais plus adapté, un peu moins cher, pour les gens qui font des projets de recherche. Et là, c'est là que ça recoupe CEA, qu'on vient de voir. Le bras a beaucoup intéressé les chercheurs, les gens qui font de la logistique, les gens qui font de la cobotique, les gens qui font des humanoïdes, parce qu'on a une application réelle, concrète, qui fonctionne et qui a beaucoup de qualité. Et alors voilà, on a débuté notre commercialisation à un autre marché et maintenant ça occupe 60% de notre marché. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle la robotique de service. Donc on a la robotique de service qui vient s'ajouter à la robotique d'assistance. Oui, donc je pense que je vais tout de suite mettre le... J'ai une vidéo qui... En plus que j'ai pas réussi à boire de l'eau, là, vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo. On va voir ça sur la vidéo. Une vidéo qui est beaucoup plus... un bon exemple de ce qu'un utilisateur peut faire, ou plein d'utilisateurs. Vous allez voir, c'est bien intéressant. J'essaie de... Donc, Innova, évidemment, est parti de loin. Au début, avant 2010, il y avait 5 à 10 employés. Maintenant, donc ça, c'est une vidéo qui date de 2012, quand même. Maintenant, on est 35 employés. On rend les gens plus heureux. Donc, vous voyez, exemple, ça, c'est Isabelle. Isabelle est tétraplégique, mais elle est blogueuse aussi. Donc, elle est capable, avec le bras, de garder un espèce de travail autonome à la maison, parce qu'on va peut-être le voir plus loin. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, installer l'iPad, l'iPhone sur le bras, puis pouvoir travailler avec un outil électronique. Celui-là, il est bien. Champagne. Le bouchon de champagne, ça, je sais pas. Hein. Donc, évidemment, j'ai pas fait la démonstration, mais une paille est une façon assez simple, en général, de... Et on souhaite, par exemple, que les gens puissent prendre un repas en moins de 20 minutes. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut améliorer. On veut que ça soit éventuellement 10 minutes. Donc on est vraiment en parallèle avec les aidantes, ou les aidants naturels, ou les aidants payés, dans le sens que les gens vont toujours avoir besoin d'aide, pour la plupart, pour beaucoup d'autres choses dans leur journée. Mais ça leur donne le petit plus qui leur donne leur donne le goût de continuer à faire des choses par eux-mêmes. Et ça a été démontré par plusieurs études cliniques. Et on voit la neige de printemps au Québec. Ouais. Sébastien qui est le champion, quand il est là, quand il est disponible, il travaille aussi pour Kinova. Lui, il fait des démonstrations. La paralysie cérébrale, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Et là, je recoupe le CEA. L'application est avec le joystick aujourd'hui qui était contrôlée. Mais on peut contrôler en intégrant avec, par exemple, une paille. En anglais, c'est sip and puff. Donc, souffler, tirer avec une paille. On peut tenter d'avoir les mêmes modes qu'avec le joystick standard. Mais la tête, il y a plein d'applications comme ça. Et on recoupe le BCI, le Brain Computer Interface. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, qui continuent à être faits pour, par exemple, contrôler le bras par la pensée. Ça, c'est l'avenir. Alors voilà, Kinova Robotique, une entreprise qui est partie avec le monde de la santé et qui continue son bout de chemin. Donc voilà, kinovarobotique.com. Merci beaucoup, merci Jérôme pour cette démonstration.